Bonsoir, merci de nous rejoindre pour ce plateau spécial sur la prise d'otages à Ouagadougou. En rappel, un commando terroriste a mené vendredi soir une attaque sur un restaurant, le Cappuccino, et puis Splendide Hôtel dans la capitale burkinabé. Le bilan provisoire fait état de 26 morts et plus d'une cinquantaine de blessés. 3 djihadistes présumés preneurs d'otages, dont 2 femmes, ont été abattus. Analyse et décryptage avec des invités sur ce plateau. D'abord, Ismaël Tiendrebego, vous êtes juriste diplômé en management international et affaires internationales et vous êtes également imam du CERFI, le Cercle d'études de recherche et de formation islamique. Bonsoir et merci de venir répondre à nos questions. Bonsoir. Deuxième invité sur ce plateau, professeur Hamidou Diallo. Vous êtes maître de conférence en histoire des sociétés musulmanes et donc vous êtes spécialiste des questions de l'islam. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à cette émission. Et troisième invité à ce débat, Jacob Yarabatioula. Vous êtes sociologue et expert des questions d'extrémisme violent. Bonsoir. Bonsoir. Et quand on parle d'extrémisme violent, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Merci d'abord pour la parole et avant tout propos, c'est vraiment de s'incliner devant la mémoire de tous ceux qui sont tombés suite à ces actes assez barbares, assez incompréhensibles. Et souhaiter vraiment que le Burkina Faso ne revive plus jamais ces événements. Parlant donc de l'extrémisme violent, certains pensent que c'est un concept ou une expression valise qui met tout, puisque le concept suggère qu'il peut y avoir donc de l'extrémisme pas violent ou encore de l'extrémisme peu violent. Donc, ils sont en train donc de considérer l'extrémisme violent comme étant aussi une possibilité de revendiquer ou d'aller jusqu'à une certaine extrémité de sa cause sans en être véritablement violent. Alors que donc, au fond du concept, il est clair que quand on dépasse certaines limites donc de la conception donc du mot, on est dans une position assez vulnérable où la violence nous guette, où la brutalité nous guette, ou encore donc le suicide et bien d'autres phénomènes extrêmes donc nous guettent. C'est là où on reconsidère ce concept d'extrémisme violent. Et je pourrais ajouter que c'est un concept qui a été beaucoup plus utilisé dans les milieux des organisations internationales. Quand vous allez vers les populations, en tant que sociologue, quand vous allez vers les populations, vous leur demandez qu'est-ce que c'est que l'extrémisme violent. Ils cherchent la définition de ce concept difficilement. Qu'est-ce que l'extrémisme violent? Et nous l'avions repris dans une étude et nous l'avions posé dans la langue en Fulfundé, dans le Sahel donc de notre pays. Et il a fallu qu'on décompose le concept en plusieurs éléments pour qu'ils sachent de quoi il s'agit. Donc c'est pourquoi je disais au départ que c'est une expression valise dans laquelle on met un certain nombre de choses qui ne représentent pas forcément une certaine réalité sur le terrain. On en viendra à vous plus amplement tout au long de ce débat sur la définition de ce concept, mais aussi d'autres concepts qui pourront nous aider à décrypter l'actualité qui nous occupe aujourd'hui au cours de cette émission. Mais avant de poursuivre, nous marquons une halte pour parler certainement de l'assaut au final qui a été donné ce matin après plusieurs heures d'intervention des forces de l'ordre. La vigilance n'est pas à relâcher autour de l'hôtel Splendide et du restaurant Cappuccino. Frédéric Étienne Bassenga nous fait ici un rappel des faits. Ils avancent en rang serré pour l'assaut final. Il est 7h30. La scène est filmée depuis les locaux de la SONAGES. Soudain, les premiers coups de feu retentissent et deviennent de plus en plus nourris.
Dans cette salle obscure, un officier nous empêche de sortir, le risque devient considérable. Sur cette image prise de loin, on peut apercevoir les blindés positionnés devant le Cappuccino face à l'hôtel Splendide. Il est en ce moment possible de filmer depuis la devanture du ministère de la Fonction publique. Les secours profitent également pour évacuer les rescapés avec tous les risques, comme ce gendarme qui évite de peu une balle djihadiste. Des rescapés abattus, plongés dans le désarroi, la mort dans l'âme. À la fin de l'assaut, le spectacle est désolant. La façade de l'hôtel est noircie par les flammes. Devant l'établissement, une dizaine de voitures calcinées. Voilà des images insoutenables de stigmates d'une attaque violente. Jacob Yarabatula. Et est-ce que ce qui s'est passé hier soir à Ouagadougou est surprenant? A priori, non. Mais dans l'imaginaire donc du peuple burkinabé, ça allait venir plus tard. Parce qu'il y avait déjà des indicateurs, mais aussitôt, non. Mais pour tous ceux qui sont dans le domaine, les éléments se mettaient justement en place et pouvaient déjà expliquer qu'on a assez effectivement d'éléments pour justement craindre une attaque. Et surtout quand on analyse le contexte dans lequel nous sommes passés, à savoir donc des élections apaisées, transparentes, à savoir aussi l'investiture qui a connu la présence de beaucoup de chefs d'État. On est ressorti avec aussi la nomination donc d'un Premier ministre et un gouvernement. On a commencé à souffler. Et quand tout ça s'est passé, je vais en ville, je constate que les gens commencent à fréquenter les espaces culturels par exemple. Ils commencent à s'asseoir au bord donc, de la voie, ils discutent, ils commencent à revivre. Donc c'est comme une vraie gifle qu'on vient donc de nous donner pour dire que non, c'est très tôt pour vous de considérer que vous êtes vraiment très loin donc, de tout ce qui se disait avant donc, tout ce processus-là. Justement, il y a eu Samorogouan, il y a eu Oursi, il y a eu Tambao. Oui, et il y a eu peut-être des actions qui se sont passées dans d'autres localités qu'on ne cite pas régulièrement. Il y a eu Déou, il y a eu Oursi. Déou, c'est une localité que nous avions fréquentée dans le cadre donc d'une étude. Et Tinakov également, où s'est passée donc l'attaque qui a coûté la vie donc à nos soldats. Nous y étions et nous avons vu toute cette zone du Sahel, du Grand Sahel donc de notre pays, et il y avait assez d'éléments qui pouvaient justement nourrir la réflexion et nous étions visiblement rassurés parce que l'État burkinabé, il y a quelques mois, pendant la transition, avait pris la mesure de la menace. Et peut-être d'autres raisons n'ont pas permis donc d'aller jusqu'au bout donc de l'action pour justement éviter ce qui est arrivé hier et aujourd'hui. Mais en tant que sociologue ou en tant qu'observateur donc de ce phénomène, on peut dire que les faits étaient suffisamment présents pour ne pas nous surprendre, mais à cette phase donc de notre histoire, c'est une véritable gifle qu'on vient donc de nous infliger par rapport à donc notre espoir de renaître et de reconstruire notre démocratie, notre liberté. Oui, professeur Hamidou Diallo, je rappelle que vous êtes maître de conférence en histoire des sociétés musulmanes. Et pour vous, quelle est l'analyse que vous faites de ce qui s'est passé hier par rapport à tout ce contexte historique qu'on peut avoir de l'islam dans nos sociétés? Bon, disons que nos sociétés aussi ont connu des djihad au 19e siècle. Il faut dire que la notion de djihad a plusieurs dimensions. On peut faire
le djihad par l'exemple, hein, exhorter les gens à adhérer à l'islam. On peut le faire par la parole, on peut le faire aussi par l'épée. Le djihad par l'épée, ce qu'on appelle en français la guerre sainte, c'est une question qui était extrêmement controversée, même dans le milieu musulman au XIXe siècle. Vous avez des penseurs musulmans qui disaient que non, le djihad par l'épée n'était pas nécessaire. Il fallait, si les musulmans ne sont pas agressés, si on ne les empêche pas de pratiquer leur culte. Vous voyez, donc vaut mieux, même quand on n'a pas un chef musulman, s'il y a un chef, même non musulman, qui n'empêche pas de pratiquer, on peut le respecter et essayer de faire progresser l'islam par l'exemple. Donc il y avait cette tendance, et il y a aussi la tendance djihadiste. Mais pour nous les historiens, le djihad s'inscrit dans un contexte bien précis, historique, contexte historique, sociopolitique en fait. Oui, mais professeur, est-ce que cette attaque ne remet pas en surface ces questions d'extrémisme? Non, parce que ça, il faut distinguer. Religieux, ces questions de terrorisme. Je crois que c'est pas. Non, les lectures. Je crois que face de la même monnaie. Le contexte n'est pas le même. Parce qu'avant, c'était des dynamiques internes. Quand je parle du 19e siècle, le djihad, c'est des dynamiques internes qui engendraient, qui faisaient émerger les djihad au 19e siècle. Vous voyez? Mais maintenant, c'est quand même des combattants qui sont venus de l'extérieur. Quand on prend par exemple le cas du Mali, c'est quelque chose qui est pratiquement mondialisé. Hein, des gens qui ont combattu en Afghanistan, qui ont été chassés en Afghanistan, en Algérie, qui se sont repliés sur le Sahel pour en faire une base arrière afin d'attaquer l'Occident. Donc le califat de l'Afrique de l'Est. Donc la situation n'est pas la même. Là, on avait des dynamiques internes, maintenant on a un contexte de mondialisation. Justement, il y a comme une sorte d'international du terrorisme, de tout ce qui peut concerner la violence. Mais est-ce que ce n'est pas aussi une façon d'avoir une lecture politique d'une religion? Absolument, c'est une lecture politique, même, comme je le disais, au XIXe siècle, c'était des problèmes sociopolitiques, et le djihad s'inscrivait dans cette situation, des populations qui étaient opprimées par un pouvoir et qui s'appuyaient sur une idéologie religieuse pour se libérer. On a vu ça au XVIIe siècle en Sénégambie, XVIIe, XVIIIe siècle, au XIXe siècle au Massina, à Sokoto, et au Burkina Faso. Quand on parle du Sahel, c'était les populations d'éleveurs Peuls qui étaient sous le joug d'un pouvoir gourmaché et qui ont lié leur lutte à celle d'Ousmane Danfodio du Nord Nigeria pour se libérer de la tutelle des gourmachés. Au niveau du Massina, c'était un peu les Peuls éleveurs contre le pouvoir qu'ils considéraient comme prédateurs bamana. Vous voyez? Et chez les Marcas, c'est surtout des populations commerçantes. Hein, il y avait des intérêts commerciaux. Oui, Jacob Yarabatula. Oui, c'est par rapport à ce que le professeur dit, c'est on a constaté effectivement sur le terrain qu'il y avait, les gens faisaient la nuance entre donc les deux types de djihad, qu'ils qualifient même de grand djihad et de petit djihad. Le grand djihad, la grande surprise ou bien c'est qu'ils disent bon, le grand djihad plutôt c'est cette force interne donc de s'autodiscipliner, de maîtrise de soi. Et on est dans le grand djihad quand on est dans l'offensive. On ne fait pas, on n'attaque pas avec l'épée, on n'utilise pas l'épée, on n'attaque pas l'autre avec donc l'épée. Le petit djihad à l'inverse, c'est cette disposition où vraiment on prend l'épée pour défendre une cause,
pour dire que jusque-là, les gens ont bien cerné que le djihad, que nous sommes en train donc de qualifier aujourd'hui a une véritable distance de sens avec donc ce que ils savent donc des saintes écritures. Le deuxième aspect que le professeur a dit et que j'aimerais appuyer sur le travail de terrain que nous avons pu faire, c'est la provenance. Et quand nous avons interrogé les populations du Sahel, du Burkina, nous nous sommes rendus compte que 98% disent que ce phénomène est extérieur à leur territoire et que beaucoup l'ont découvert qu'à la télé. Ils l'ont dit, et ils disent également que si quelqu'un même veut prétendre à ce type de comportement, c'est qu'il a longtemps séjourné dans un pays, et certains pays ont été cités par le professeur ici. Donc c'est comme une perception qui renvoie à un phénomène qui est véritablement un phénomène de société, mais qui semble être très lointain. Et c'est pour cela, quand vous posez la question, est-ce que c'est une surprise ? Beaucoup seront surpris, effectivement, parce que jusque-là, on considérait que c'est un phénomène extérieur qui est importé. Et je pense qu'on aura le temps de revenir sur l'analyse pour voir un peu peut-être les identités des acteurs, pour voir effectivement si c'est un phénomène extérieur et comment faire pour le contenir, en fait, faire en sorte que les Burkinabés ne s'engagent pas dans ce processus-là. Oui, Ismaël Tiendrebego, je rappelle que vous êtes juriste diplômé en management international, affaires internationales, et imam également du CERFI, le Cercle d'études de recherche et de formation islamique. Et pour vous, est-ce que c'est un phénomène marginal, comme Jacob Yaratou Batoula le signale dans le Sahel du Burkina? Est-ce qu'il est marginal? Marginal, si c'est au regard du nombre de musulmans, je pense qu'il y a plus d'1 milliard de musulmans. Si tout cela devait faire quelque chose, ça se verrait. Deuxièmement, de par le monde, je pense qu'on a environ 200 pays et je ne pense pas que ce soit la moitié des pays qui soient concernés. Donc, aussi bien du point de vue du nombre des acteurs que du nombre des pays concernés, bien sûr, c'est un phénomène marginal. Et j'aimerais sur ce point-là revenir sur la conception que nous avons théologiquement du mot djihad. Vous savez, une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé par quelque part avec Abou Bakr. Et ils ont trouvé quelqu'un qui s'échinait à la tâche. Il travaillait très dur. Et Abou Bakr a dit, si seulement celui-là avait utilisé cette force-là dans le djihad, cela lui aurait mieux rapporté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, qu'est-ce que tu en sais? S'il travaille autant pour nourrir la veuve et l'orphelin, cela lui est compté comme un djihad. Donc pour dire que le mot peut-être est galvaudé, on lui a donné une certaine connotation négative qui fait que d'entrée de jeu, parler de djihadisme nous met mal à l'aise parce que c'est un terme religieux qui est utilisé pour caractériser une situation qui enlaidit ou qui ternit l'image de l'islam. Donc mais il y a même comme un glissement de ce mot. D'abord, on parlait d'extrémisme religieux, ensuite on est passé à la phase de terrorisme islamiste, et aujourd'hui on parle de djihadisme, et donc l'ancrage religieux est clairement défini. Justement, ça veut dire qu'il y a une certaine collaboration entre les présumés djihadistes et ceux qui prétendent combattre cela, qui se donnent la main pour dévoyer justement le sens de ce mot-là. Et j'allais également dire que il n'y a pas une définition internationalement acceptée ou convenue sur le mot terrorisme. Donc, chaque groupe, chaque entité, chaque centre d'intérêt définit ce mot comme il l'entend. Même dans les législations nationales, on n'a pas encore une caractérisation assez objective du phénomène. Donc c'est pour dire que s'il y avait une définition objective, on aurait peut-être mieux compris que ce qui se passe actuellement, qui est vraiment une situation de subjectivité dans la définition, où l'un et l'autre, les différents groupes peuvent caractériser l'autre, qualifier l'autre de terrorisme. Juste pour rappeler que le mot il est assez vieux, puisqu'il remonte à Robespierre, avec son régime de la terreur en France. Et c'était après, je crois, la Révolution française, comme le procès d'histoire est là. Et ça a été employé également pour dénigrer les Russes dans leur combat. Ça a été employé par les Allemands contre les Français. C'est employé par les Israéliens contre les Palestiniens qui sont en train de lutter pour recouvrir leurs terres. Donc c'est un mot, j'allais dire, qui n'a pas de définition objective. Et quand c'est comme ça, ça devient finalement une arme dont on se sert. Il suffit juste de lancer la balle contre quelqu'un disant c'est un terroriste pour que les méfiances, la réclamation du respect des droits humains, etc. s'estompent et qu'on puisse peut-être faire ce qui n'aurait pas été accepté autrement. Et est-ce qu'au Burkina, on peut craindre cette radicalisation islamiste?
Est-ce qu'on peut craindre? Je pense que dans les groupes d'humains, il y a des aspirations, il y a des attentes par rapport à la société. Si la société est inclusive, si elle fait la place à tout le monde et chacun a l'impression d'avoir un rôle à jouer dans la société et une part attendue de la société, ce phénomène de radicalisation ne se verra pas. Mais si on est dans un groupe où on organise les choses en excluant certains, en leur disant qu'ils sont étrangers, en faisant en sorte que leurs aspirations légitimes ne sont pas prises en compte, on peut craindre un peu cette radicalisation. Et je crois que c'est un peu cet élément-là qui contrevient à la paix mondiale, qui a été mis en avant lorsque l'ONU a signé sa convention sur l'interdiction de toutes les formes de discrimination, et la Déclaration universelle des droits de l'homme de 48 également, décembre 48, en faisant obligation aux États signataires de respecter les libertés religieuses, qu'elles soient individuelles ou collectives, qu'elles soient en privé ou en public, justement pour que l'individu s'épanouisse dans la société dans laquelle il se retrouve, pour que ce sentiment d'exclusion ne pousse pas vraiment à cette volonté de gâter puisque je ne suis pas concerné. Oui, et Jacob Yarabatula, on l'a vu jusqu'à présent, pas de revendication politique en tant que telle. Certains médias avancent ACMI qui revendique par une de ses filiales, si on peut le dire ainsi, parce que c'est l'entreprise du mal. Oui. Et donc, est-ce qu'on peut craindre vraiment une radicalisation dans notre pays? D'abord, je ne suis pas sûr que jusqu'au bout, on entendra dire nous avons posé tel acte parce que nous revendiquons ceci, cela. Parce qu'il sera difficile, jusqu'à un certain niveau, donc, de nous dire clairement pourquoi ils l'ont fait. Parce que, justement, dans l'agenda politique donc, de ces groupes-là, le Burkina Faso ne constituait pas trop un enjeu. Mais le Burkina Faso était comme une base d'arrière-plan qui permet donc des replis. Et donc le Burkina Faso n'a pas tellement de ressources minières qui présentent un enjeu ou des ressources énergétiques qui présentent un enjeu majeur qui attire les appétits. Il n'y a pas donc des questions de territoire, donc d'occupation donc de territoire. Il n'y avait pas trop ces problèmes-là. Donc si ce qui est arrivé hier pourrait être un signal face donc à tout ce que nous avons vécu, peut-être plus d'un an, et qui permet donc de dire, bon, vous êtes en train donc de vous structurer, de vous organiser, et ce pourrait que nous manquions donc de territoire pour tout ce que nous avions l'habitude de faire, parce qu'il y avait dans la zone du Sahel en particulier, il y a un trafic. Il y a un trafic transfrontalier, il y a donc toute une... voilà, tous ceux qui sont, par exemple, dans l'étude que nous avions menée, voilà, il y a des caravanes donc de marchandises qui passent par cette région pour aller servir donc d'autres pays dans la sous-région. Donc tout cela pourrait être compromis si on arrivait véritablement à organiser notre pays comme on l'entend. Donc la radicalisation, peut-être qu'on y reviendra profondément, mais un élément sur cette question, c'était la question posée aux populations qui vivent là-bas. Comment il se représente un peu ce phénomène? Et quand on a posé effectivement la question, est-ce que vous pensez que tous ceux qui sont dans ce phénomène d'extrémisme violent, de djihad qu'on ne peut plus qualifier, vous pensez qu'ils utilisent le nom de la religion pour le faire, ou vous pensez qu'ils utilisent la violence pour défendre la religion? Et plus de 97% des enquêtés ont dit que non, ces radicalistes, ces djihadistes abusent de la religion pour répandre la violence. Et donc je viens confirmer un peu les propos donc, de l'imam par rapport donc, à ce caractère d'interprétation donc, de ce phénomène vécu par donc, les populations du nord de notre pays. Maintenant, par rapport à la question de la radicalisation, il y a peut-être assez d'éléments que nous avons à notre possession qui peuvent construire la radicalisation
petit à petit. Parce que passer donc du simple sympathisant à quelqu'un qui est fort et qui est maintenant qui défend la cause avec donc des armes, avec tous les moyens de violence symbolique et voilà de violence physique, voilà, on n'est pas peut-être très loin. Et là encore, nous avons eu l'occasion donc de nous entretenir avec les jeunes, avec les femmes, avec donc les dépositaires donc des savoirs traditionnels ou locaux, et il y a des éléments qui ressortent et qui prouvent qu'il y a de la matière. Si un certain nombre de choses ou de conditions ne sont pas réunies, il y a de la matière vers la radicalisation. Et donc pour vous, comme certains analystes le disent également, la radicalisation a un terreau fertile, la précarité, la pauvreté, l'indigence, quand on analyse, oui, d'abord, oui, tout à fait. Parce que au départ, on pensait que le phénomène était circonscrit au niveau vers le nord de notre pays, mais tout ce qui s'est passé hier nous donne, comme je l'ai dit, une gifle qui vient au plein milieu donc de notre pays et donc s'exprime en capitale. Donc le phénomène ne sera plus circonscrit au niveau des frontières. Donc dans ce phénomène, et comme vous demandez, vous voulez marquer tout le Burkina comme zone rouge? Non, enfin, vous vous inquiétez? Non, en fait, ce que nous savons et ce que nous avons pu recueillir venant donc des perceptions des populations montre que ce n'est pas un phénomène peut-être qui peut être circonscrit dans une zone. Et ils viennent de le montrer. Ils étaient vers Déhou, Tinakov, Oursi. Maintenant, voilà, vers la périphérie, ils viennent jusqu'au centre donc de votre capitale, ils frappent. C'est un signal fort par rapport donc à leurs moyens d'intervention ou d'action. Mais par rapport à cette question de radicalisation et le terreau que nous pouvons identifier, au-delà donc de toute considération politique ou sécuritaire, il y a d'abord des éléments objectifs. Regardez un peu donc nos frontières. Pour 1200 km de frontières que nous partageons avec le Mali et autres. Et quand tu vas dans ces zones, mais tu penses qu'il n'y a pas de village. Jusqu'à ce que soudain tu rencontres des gens. Et tu traverses une zone, tu ne rencontres personne. Et récemment, quand nous y étions, on a vu que la base militaire donc, à Tinakov venait donc d'être installée. Et nous avons posé la question, est-ce que cette présence vous rassure? Est-ce que cette présence vous fait du bien? Et presque tout le monde a dit que la présence des militaires, des forces de sécurité burkinabè à Tinakov nous rassure. Et quand nous sommes allés, tout comme à Déhou, comme à Oursi, ils ont dit qu'il n'y avait pas la gendarmerie ici. Maintenant qu'il y a la gendarmerie, cela nous rassure. Donc, il y a ce problème donc, de frontières, la porosité de ces frontières. Quelqu'un quitte de l'autre côté de la frontière, il traverse Tinakov, il vient jusqu'au marché, il n'est pas inquiété, il n'est pas repéré. Donc ça pose un problème donc, de sécurisation de nos frontières. Elles sont très étanches et elles sont très poreuses. Donc ça c'est le premier élément objectif. Le deuxième élément objectif, c'est les services de base. Dans toute cette zone ou dans les zones qui se prêtent à ce phénomène, on se rend compte qu'il y a certes un minimum de services de base, comme la santé, comme l'électricité pour les chefs-lieux, mais la qualité et la quantité donc, de ces services pour les populations laissent à désirer. Je prends un exemple. L'exemple donc de la couverture médiatique. 57% des enquêtés disent qu'ils ne sont pas satisfaits de la couverture médiatique de la zone. Et qu'est-ce qui se passe? Régulièrement, ils écoutent des choses qui sont sur les petites cartes là, les cartes SD ou les clés USB. Ils écoutent beaucoup de messages, de propagande, et c'est ça qui constitue leur... Qui nourrit leur imaginaire. Exactement. Plutôt que le vivre ensemble au Burkina. Exactement. Alors qu'il faut produire un autre message de paix, de réconciliation, d'amour entre les... Que ces populations se sentent appartenant au Burkina Faso. Mais je vais vous surprendre, ces populations se sentent appartenir au Burkina Faso. Presque tout le monde a dit « je suis fier d'être burkinabé ». Ils ne se revendiquent pas appartenir à un autre groupe que le groupe
national, le groupe burkinabé, enfin, la nationalité burkinabé qui le réclame, et ils sortent et ils vous présentent leur carte d'identité avec beaucoup de fierté. C'est pourquoi, peut-être au niveau des solutions, nous allons interpeller donc l'État par rapport à toutes ces questions d'autorité d'État et de présence de l'État. Le dernier élément, si vous me permettez, par rapport donc à cette question de radicalisation, le terreau, c'est les questions donc sociales, les questions économiques. Je vous donne un exemple. Un jeune de 25 ans, je le rencontre, je parle donc du terrorisme, d'extrémisme violent. Il dit, monsieur Yara, vous tenez un bidon d'eau Lafi, non? Je dis oui, mais ici, vous buvez l'eau Lafi, c'est parce que vous ne pouvez pas boire l'eau que nous buvons dans cette localité. Vous tomberez malade. Vous voyez, c'est des frustrations. Nous avons besoin d'eau potable, nous avons besoin de considération, nous avons besoin... Et d'autres jeunes disent... De bien-être. De bien-être. Voilà. Et la question du chômage. Un jeune qui se permet de nous dire que si lui, il n'a rien à faire, lui, il est prêt à vendre sa force. Donc, quand vous entendez ces éléments, ça prouve qu'ils sont prêts, s'il y a quelqu'un qui leur propose mieux, de s'engager. Et un collègue du Niger nous a rapporté un fait réel en disant que les djihadistes sont arrivés et on leur a proposé 350 000 francs pour s'acheter des motos du type qu'on voit ici. Mais c'était son besoin. Quand on a 20 ans là-bas, on rêve d'avoir une moto, on rêve de se marier. Et quand ils ont eu la proposition, ils se sont engagés. On leur a donné 350 000 francs, ils ont acheté les motos, on les a embarqués sur le terrain du djihad. Ils sont arrivés, ils pensaient que c'était pour quelques jours, ils vont revenir en profiter de leur moto, ils y sont restés. D'autres ont été abattus parce qu'ils pensaient que non, et c'est sur place qu'ils savent maintenant pourquoi ils sont ici. Donc très souvent, ils ne savent même pas, c'est la précarité. Ils sont enrôlés. Donc il n'y a pas une sorte d'idéologie. Ils n'épousent pas l'idéologie. Tout à fait. Ils ne combattent pas forcément. Ils ne combattent pas forcément pour. D'autres ont dit que c'est la survie. C'est la survie. Et quand vous partez, vous voyez un peu les conditions dans lesquelles certaines personnes vivent. C'est effectivement des questions de survie. Et il n'y a plus d'eau pour le bétail. Et on voit des carcasses de moutons qui crèvent comme ça parce qu'il n'y a pas d'eau. Et nous étions là-bas au moment où la fontaine mise en place, dite la fontaine Christine, était donc en panne. Donc les animaux ont crevé. Et quand ton cheptel crève comme ça, ça joue effectivement sur ta capacité financière et matérielle. Il y a un certain nombre d'équilibres qui se retrouvent vraiment atteints. Oui. On va marquer une pause juste pour suivre cette réaction du président du FASO ce matin. Juste après l'assaut, Roch-Marc Christian Kaboré s'est rendu sur les lieux, sur l'avenue Kwame Nkrumah, dans la capitale burkinabé. Il a eu des mots forts à l'intention des Burkinabés et on écoute Roch-Marc Christian Kaboré. Le peuple burkinabé a chèrement conquis sa liberté pour se laisser, en tout cas je dirais, divertir par des actions de terroristes, parce que le terrorisme ne peut pas prospérer dans notre pays. C'est pourquoi nous devons engager aussi bien nos forces de sécurité, nous devons engager aussi bien nos populations sur tout ce qui peut constater d'anormal, de pouvoir effectivement les signaler pour que les dispositions d'urgence puissent être prises. Nous sommes dans la zone sahélienne. Je l'avais déjà dit dans mon discours que nous ne sommes pas en dehors de cette situation de terrorisme et que par conséquent, il est important qu'avec nos pays voisins, nous puissions mutualiser nos moyens d'information, nous puissions mutualiser également nos moyens militaires pour lutter vers le bas contre ce fléau-là. Nous devons également montrer que le Burkina Faso a une longue histoire et nous avons vu les Chines devant quoi que ce soit et ça ne sera pas aujourd'hui que cela va commencer. Pourquoi j'aimerais en tout cas profiter de l'opportunité également pour saluer nos forces de défense et de sécurité, pour saluer tous les médecins, la Croix-Rouge et toutes les bonnes volontés qui ont participé à cette action.
et saluer la coopération militaire que nous avons eue, que ce soit avec les Français, que ce soit avec les Américains, qui ont permis aujourd'hui d'avoir une situation de visibilité un peu plus claire. Je crois que le travail se poursuit. Nous aurons l'opportunité, en tout cas, de faire un bilan très tôt, mais nous appelons le peuple burkinabé et à la vigilance et au courage, parce que nous devons nous battre maintenant et intégrer les actions terroristes comme partie inhérente de notre combat quotidien pour le développement de notre pays. Le bilan provisoire que nous pouvons retenir, c'est que en ce qui concerne ceux qui ont été libérés, il y a environ 150 personnes qui ont pu être libérées. Nous avons environ 26 personnes qui sont à l'hôpital et près de 23 morts à l'état actuel, ce qui est quand même un bilan assez lourd. Le bilan n'est pas encore exhaustif. Nous le ferons lorsque toutes les maisons, toute la situation sera sous contrôle. Mais vous conviendrez avec moi que c'est une grande première pour le Burkina Faso en termes de tristesse. Voilà, Roch-Marc Christian Kaboré, président du FASO, qui réagissait par rapport à cette attaque, mais aussi à l'assaut donné sur les djihadistes de la prise d'otages de Splendid Hotel et du Cappuccino dans la capitale burkinabé. Professeur Diallo, on l'a vu, le Burkina Faso se réveille avec un phénomène assez nouveau, certainement qui n'a pas un ancrage dans l'histoire que vous nous avez expliqué. Si d'emblée on combattait pour des questions de foi, de reprendre la religion, aujourd'hui on ne comprend pas très bien ce qui se passe. Bon, si on lit la littérature que les djihadistes entre guillemets qui sont au Mali ou ont écrit, ils parlent de croisés. Les croisés, ce sont les combattants chrétiens qui étaient venus pour libérer les lieux saints occupés par les musulmans au Moyen-Âge, donc l'Europe. Oui, l'Andalousie. Ouais, enfin non, ça, le Moyen-Orient, les lieux saints, c'est Jérusalem. Bon, donc, et les croisés, pour eux, ce sont les Occidentaux. Et leurs alliés, c'est les dirigeants des pays africains de la sous-région, de l'Afrique de l'Ouest. Donc leur objectif, c'est de créer un califat, comme je l'ai dit dans ma première intervention, une base arrière qui leur permettrait d'aller à l'assaut de l'Occident. Hein, vous voyez? Et d'ailleurs, les Français ont dit, il ne faut pas penser que l'opération Serval là est venue comme ça, en fait du hasard. Très tôt, les Français ont dit qu'il faut les attaquer au Mali, sinon on sera obligé de les attaquer à Marseille. Bon, donc, leurs alliés, sont les dirigeants des pays de la sous-région, de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, il faut frapper. Maintenant qu'il n'est pas frappé très tôt le Burkina, on peut se comprendre parce que peut-être que leur base est un peu plus lointaine. Mais il faut, moi je pense que même tous les pays de l'Afrique de l'Ouest doivent s'attendre à être frappés de cette menace. Enfin, c'est comme ça que moi je... Parce que c'est les croisés, leurs alliés qu'il faut frapper. Il faut détruire les pays, surtout que dans le contexte actuel, ils sont acculés en Syrie, etc. Al-Qaïda est en perte de vitesse. L'État islamique est en train d'avoir un État, un ancrage territorial, ce que Al-Qaïda n'avait pas, mais est acculé par les Occidentaux. Donc dans cette situation, on frappe là où on peut. Oui. On cherche à exister. Voilà, on exister. Voilà. On cherche à exister voilà. En tant qu'entité politique, en tant qu'entité peut-être politico-religieuse. On se bat pour exister et le moyen, c'est vraiment la construction de la peur.
Et on frappe fort, effectivement, pour voilà, créer la peur, la panique. Et c'est comme ça qu'ils évoluent, ces groupes-là. Pour ne jamais disparaître, il faut... par exemple, ces commandos qui sont venus, ils ne sont pas venus pour repartir vivants. Dans leur tête, c'est programmé. Même s'ils meurent, c'est pour une bonne cause. Donc, ils ne sont pas venus... Ils meurent en martyrs. Oui, ils sont... Voilà, donc que beaucoup meurent ou bien des centaines meurent, ça ne compte pas. De toute façon, ils ne cherchent pas à se sauver. Et l'instinct donc de survie les amène souvent à prendre en otage, à résister, mais ils savent bien que soit tu grouilles pour ne jamais te faire prendre vivant, soit tu t'échappes ou bien tu te suicides. Sans état d'âme, oui, professeur. Je voudrais ajouter que quand même, il ne faut pas oublier qu'on est dans une alliance. Pour la lutte contre le terrorisme, nous avons des soldats au Mali. On va y arriver. Oui, Ismaël Tiendrebego, on l'a vu ce matin, la Fédération des associations islamiques du Burkina, la fêtière des associations islamiques, dans une déclaration, condamne cette attaque et rappelle que l'islam est une religion de paix et ne saurait accepter ces actes de terrorisme et de violence extrême. Oui, bon, bien évidemment, parce que ce que les médias nous donnent à voir, c'est cette association malheureuse, comme je l'ai dit, entre cette violence et la religion. Et j'ai rappelé à maintes occasions une émission que j'ai eue sur La Voix de l'Amérique avec le représentant du journal chrétien catholique La Croix au Bénin. Et la question nous avait été soumise de savoir pourquoi est-ce qu'au Nigeria, des musulmans s'en prennent à des chrétiens. Et donc, ce représentant du journal catholique français a dit en réalité, les médias ont une façon simple de présenter les choses. D'un côté, les agresseurs et de l'autre côté, les victimes. Les agresseurs seraient musulmans, les victimes seraient chrétiennes. Et il dit que c'est beaucoup plus compliqué que cela. Parce que sur place, vous avez des chrétiens qui s'en prennent à d'autres chrétiens, des musulmans qui tuent d'autres musulmans, des chrétiens qui tuent des musulmans et des musulmans qui tuent des chrétiens. Parce que, comme il a expliqué, vous avez des gens qui sont entrés dans la religion avec des querelles ancestrales. Donc, quelque part, cette violence ou cette présentation assez simplifiée dessert considérablement. Donc, souvent, se taire, c'est comme laisser continuer l'amalgame, mais condamner aussi, c'est comme si, quelque part, en arrière-plan, on accréditait cet amalgame-là. Donc, c'est un peu à ce jeu difficile-là que la Fédération a oublié de jouer, malheureusement. Et comme on l'a rappelé, effectivement, et cette légende urbaine qui voudrait que l'islam se soit propagé par le sabre, eh bien c'est vraiment une légende urbaine. Il y a beaucoup d'auteurs occidentaux, français notamment, qui la remettent en cause. Et on cite à titre d'exemple, par exemple, les Mongols qui ont vaincu les musulmans militairement et qui sont devenus musulmans par la suite. Donc si c'était par la force de l'épée, cela ne serait pas devenu musulman. Donc c'est vraiment ce jeu difficile. Et aussi de rappeler que une fois, j'ai essayé de faire une recherche sur la page du journal Le Pays, la page internet du journal, et je me suis rendu compte que toutes les occurrences islam étaient reliées à terrorisme, violence. Donc peu d'éléments... Les tags, ce qu'on appelle les tags. Voilà, peu d'éléments sur une présentation positive. Donc quand il y a cette association, ça devient difficile. Donc c'est un peu ce que l'on pouvait dire. Bon, par rapport aux enseignements de la religion musulmane, on les connaît. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait 8 années de guerre défensive. Quand vous voyez l'essentiel des guerres au temps du prophète, elles ont eu lieu autour de Médine. Donc ça veut dire que les gens venaient à eux pour les attaquer, ils se défendaient. Et même là, ils disaient, n'attaquez que ceux qui vous combattent. Laissez ceux qui sont dans leur monastère et dans leur champ. Ne décimez ni les cheptels, n'abattez pas les arbres, n'empoisonnez pas les puits. Attaquez ceux qui vous attaquent, laissez les femmes et les enfants. Donc c'était vraiment le droit international humanitaire avant l'heure. Actuellement, on nous présente ce droit-là comme étant un droit en vigueur, mais on voit un peu les dégâts que ça peut causer. Oui, mais Ismaël Tiendrebego, mais pourquoi attendre toujours que des terroristes frappent, que des djihadistes frappent avant de sortir, donner d'explications? Nous ne sommes pas liés de près ni de loin à ces façons de voir le monde. C'est une question très intéressante dans un contexte précis. Nous n'avons pas de médias. Donc c'est quand les musulmans sont sollicités sur les médias des autres qu'ils viennent pour intervenir. Si on avait un média, si vous écoutez par exemple, je ne sais pas, la radio Al-Houda, si vous écoutez peut-être les autres radios,
il n'y a pas que terrorisme dont on parle, mais quand on parle des médias télévisuels, notamment de télévision que les musulmans n'ont pas, et qui ont peut-être un plus grand rayon de couverture, qui ont une plus grande audience, bon, nous sommes invités, et c'est à l'occasion malheureusement d'actes malheureux que... Mais on a aussi des médias traditionnels, ça peut se faire lors des prêches, ça peut se faire lors des rencontres que vous avez avec la communauté, de pouvoir expliquer, de pouvoir enseigner ce qui est les vraies valeurs de votre religion. Mais bien évidemment, on ne manque pas de ces occasions. Si vous prenez les différents thèmes des sermons au niveau de l'AMB du CERFI, chaque mois vous avez un thème particulier qui est abordé. Donc si vous prenez le Coran lui-même, il est ouvert, il est accessible à tout le monde. Le Coran dit « Wala taqtulu nafsa allati harrama Allah illa bil haqq ». Notez pas la vie que Dieu a faite sacrée. On ne dit même pas la vie humaine. Et sur cette base, les musulmans interdisent la chasse sportive. Il n'est pas permis à quelqu'un, pour s'exercer, de prendre une cible vivante comme cible à atteindre, parce que c'est une âme, c'est une vie dont on ne peut ôter la vie que quand il y a une utilité, quand on veut manger de la viande et de la bête. Donc même pour ce qui est de la bête, il y a cet enseignement-là qui est là. Et vous faites bien de rappeler, effectivement, les différentes occasions sont utilisées pour revenir sur ces éléments. Si vous prenez la sourate 6, le verset 108, n'insultez pas la divinité de ceux qui n'adorent pas Dieu, de craindre que dans leur méchanceté, ils n'insultent le vrai Dieu. Donc tous ces éléments-là, ils sont là. Et le Coran est mis à disposition, et il est ventilé, il y a des prêches, il y a des émissions sur les différentes radios. Mais en fait, je veux parler des médias de plus grand audimat, tels que ce qu'on appelle les mass médias. Voilà, les mass médias. Et malheureusement, nous n'avons pas un média d'une certaine carrure qui permette peut-être de porter ce message. Oui. Et je crois que c'est un appel aux autorités religieuses musulmanes. Très rapidement, réaction, Jacob. Oui, c'est deux choses à placer par rapport à ce que M. Tiendrebeko vient de dire. La première, c'est de considérer qu'actuellement, les perceptions des populations par rapport à ce phénomène renvoient finalement à un construit social sur la religion et un peu ces pratiques-là. Et déconstruire ce construit social, il faut commencer à faire des choses. Une des choses que vous avez pu faire, et je l'apprécie, donc c'est la deuxième chose que je place, c'est ce communiqué-là. Et c'était important qu'il soit fait, même si vous êtes coincé dans une posture difficile. C'est comme si, en le faisant, vous cautionnez, vous savez que c'est lié. Alors que vous savez à votre niveau, effectivement, que ce n'est pas lui. Mais tenez-en compte, c'est un construit social, il est difficile actuellement donc de le séquencer, et ce sont ces actes que nous posons les uns après les autres qui pourront, à un moment donné, permettre à l'opinion de se faire une autre opinion de la situation. Nous marquons une autre halte dans cette émission pour écouter le témoignage d'un otage. Il s'agit du ministre de la fonction publique, Clément Sawadogo, qui faisait partie des otages de l'attaque du Splendide Hôtel hier dans la soirée. C'était horrible, hein? C'était difficile. J'y étais dans les environs de 19h30 pour une réunion avec des amis avec lesquels nous étions en train de mettre en place une association à but humanitaire. Et nous étions au 4e étage dans une salle de réunion. Quand les coups de feu ont commencé, c'était à un moment donné, les tirs étaient intensifs, des tirs à l'arme lourde, hein, et des tirs vraiment nourris. Et on peut aussi dire que c'était un peu de plusieurs côtés. Et donc, on pensait peut-être à autre chose, on ne pensait pas à une agression, une attaque terroriste. Quand les choses se sont précisées, nous avons compris qu'en fait, c'est notre hôtel, l'hôtel Splendide, qui était pris à sac par des assaillants. Évidemment, la peur a monté encore d'un cran, puisque ces gens-là, ils ne font généralement pas de cadeaux, ils liquident tous ceux qu'ils trouveront à l'intérieur. Et donc, vraiment, l'horreur était à son comble. Ce n'est qu'à un moment donné, d'ailleurs, je précise, ils sont venus tirer dans notre salle, là, blessant 3 personnes. Mais après, ils ne sont pas revenus. Comme nous étions au 4e étage, bon, je pense que le fait d'être au 4e étage nous a aidé peut-être nous a sauvés, parce qu'après cette première visite, ils ne sont pas revenus. Jusqu'à ce que dans les environs de 2h du matin,
la sécurité avec les Français, les Américains et la sécurité burkinabé soit venue donc nous exfiltrer et qu'elle ait organisé notre retour dans nos familles. Voilà Clément Sawadogo, à l'issue du Conseil des ministres convoqué ce matin par le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Clément Sawadogo est interrogé par Ernest Kambiré. Et juste après ce Conseil des ministres, une équipe gouvernementale s'est rendue à l'hôpital de Tengandougou, à quelques encablures de la capitale burkinabé, pour rendre visite aux malades. On suit le compte-rendu d'Abdelaziz Yadibou. La compassion après l'horreur. Au chevet des blessés de la folle soirée de vendredi admis à l'hôpital Blaise Compaoré, des émissaires du gouvernement expriment la solidarité de la nation tout entière. Hier, quand nous avons appris la triste nouvelle que nous venions d'être frappés en plein cœur par les terroristes, nous avons tous à l'unisson, main dans la main, comme un seul homme, on s'est dit, le Burkina ne tombera pas, nous serons toujours debout. Après le conseil de ministres extraordinaire que nous avons tenu ce matin, le président a encore insisté et nous a mandaté pour venir soutenir le personnel de santé, le personnel de la sécurité et de la défense, les malades qui sont accueillis ici. Mais je voudrais aussi dire que nous avons eu une pensée très forte pour nos frères et sœurs qui sont tombés hier. L'hôpital Blaise Compaoré a enregistré à ce jour 29 blessés, essentiellement pour avoir inhalé le gaz carbonique. De sources sanitaires, le pronostic vital des patients admis à ce centre hospitalier n'est pas engagé. Nous avons reçu d'abord 2 blessés qui venaient du nord, après cette attaque qui a eu lieu au nord. Et ces 2 blessés étaient des blessés par balle. Ils ont tous les 2 été opérés. En dehors de ces 2 blessés qui venaient du nord, au total, 27 autres qui ont été pris en charge ici. Parmi ces 27 autres, vous avez 21 personnes qui étaient des gens qui avaient inhalé du gaz carbonique à cause des incendies et aussi qui avaient un choc psychologique. Ces patients ont été rapidement pris en charge et ils ont été réorientés à l'aide de notre car vers Yalgado. En dehors de ces patients, vous avez d'autres qui sont encore pris en charge ici. Ils sont au nombre de 4. Il y a eu 2 premiers qui sont arrivés et qui avaient des plaies par balle, surtout au niveau des membres et du thorax, qui ont été pris en charge, dont les vies ne sont plus en danger. Et vous avez 2 autres qui étaient des corps habillés et qui avaient des plaies au niveau du membre supérieur qui ont été pris en charge. Et le personnel soignant d'indiquer que tout a été mis en œuvre pour une prise en charge meilleure et gratuite des patients. Et puis cet appel du ministre de l'Action sociale, porte-parole du gouvernement, un appel à la vigilance, à l'attention de la population. Ce que je peux vous dire, c'est que la situation est sous contrôle et nous voulons rassurer tous les Burkinabés à ne pas céder à la panique et de rester toujours forts comme nous l'avons été lors des événements précédents. Et nous pensons que Dieu veille sur le Burkina Faso et nous souhaitons bon courage aux blessés, toutes nos condoléances aux familles éplorées et que Dieu bénisse le Burkina Faso. Voilà le ministre de l'Action sociale, porte-parole du gouvernement. On revient à ce débat pour parler à présent de la lutte contre le terrorisme, mais aussi de comment le Burkina Faso peut en sortir, comment le Burkina peut arriver à venir à bout de cette pieuvre. Jacob Yara Batula, est-ce qu'on a les moyens de pouvoir s'en sortir? À l'heure où on est, il y a de l'espoir. On peut compter sur un ensemble d'éléments pour s'en sortir. Il faut le faire vite, il faut le faire bien. Les zones les plus touchées auparavant par ce phénomène
quand on discute avec les forces vives donc, de ces localités, on se rend compte qu'il y a encore comme une sorte d'attachement à la patrie, et on est prêt toujours à lutter pour repousser les frontières donc, de ce phénomène. Donc on peut profiter de cette période assez favorable où les gens ont encore donc, le cœur au pays pour construire donc, des choses. Je voudrais peut-être citer 2 ou 3 éléments, puisque l'ensemble des populations, peut-être au niveau des frontières, carrément au grand nord donc, de notre pays jusqu'à l'est donc, du pays, puisqu'ils ont une certaine confiance en l'État, il faut donc tirer profit de cette confiance que les gens ont qu'ils placent la confiance en l'État pour agir. Pour agir. L'autre élément sur lequel on peut agir, c'est les jeunes et les femmes. Quand on rencontre cette catégorie, on se rend compte qu'on sous-exploite leur potentialité en matière donc, de lutte ou en matière même de prévention donc, de ce phénomène. Alors qu'on peut effectivement passer par la femme et les jeunes pour donc repousser les frontières donc, de ce phénomène. En quoi faisant? D'abord par les actes de sensibilisation auxquels ils sont très ouverts, ou encore en donnant du travail à ces jeunes et à ces femmes. Une femme d'ailleurs disait, une femme de 50 ans disait que c'est elle qui éduque les enfants. Donc elles ont une certaine autorité sur leurs enfants. Elles ont aussi une certaine autorité chez le mari, parce qu'elles sont souvent capables donc, de conseiller leur mari de ne pas faire ceci ou cela. Chez les élément. Le troisième élément, c'est l'éducation et le développement socio-économique donc, de certaines zones, faire en sorte que des cas d'exclusion sociale, d'injustice, d'aménagement du territoire, d'accès aux services sociaux soient donc des éléments qui soient réunis pour certaines localités pour décourager toute tentative d'engagement au djihad ou encore à l'extrémisme violent ou des gens qui se donnent tout de suite à ces extrémistes qui viennent. En somme, avoir le souci d'un développement équilibré et à visage humain. Tout à fait. Il y a quelques temps, on parlait donc de méthodes préventives donc, contre ce phénomène. Maintenant, on a des éléments. Il faut ajouter à ces méthodes préventives la sensibilisation, l'aménagement donc du territoire, l'accès donc à l'emploi, réduire un peu les cas d'inégalité, mais également travailler sur des actions curatives qui vont permettre donc de donner confiance aux populations qui sont choquées aujourd'hui et qui ont besoin de savoir que ça ne va plus jamais se reproduire. Oui, et professeur, on parle également de mutualiser les efforts des pays pour venir à bout de ce djihadisme, du terrorisme. Est-ce que, par où peut commencer cette question de mutualisation? Bon, je crois qu'au niveau national, celui qui m'a précédé a dit l'essentiel, comment il faut lutter. Mais au niveau international, à mon avis, le problème est extrêmement complexe. Parce que le djihadisme tel qu'on le voit, bon, c'est quelque chose qui est mondialisé et ça s'appuie sur des ressentiments du monde musulman vis-à-vis de l'Occident. Vous voyez? Donc, et même au niveau des pays développés comme la France. Donc c'est le travail à revoir, la politique internationale des pays. Les chercheurs même ne sont pas estiment que même les frappes, ce n'est pas, peut-être c'est un palliatif, ça peut résoudre à un moment donné le problème. Mais il y a des sources de frustration. La question palestinienne. L'invasion de l'Irak par les États-Unis et l'exécution de Saddam Hussein le jour de Tabaski. Il y a d'autres, voilà. C'est-à-dire les gens disent qu'il faut une mobilisation au niveau du Moyen-Orient, au niveau international, pour toucher aux sources réelles, au fondement de la frustration. Sinon, bon, on peut peut-être à un moment donné frapper, faire reculer,
Mais ça va revenir. Non, oui, Ismaël, juste une solution et on en vient à Jacob Yara pour conclure. Non, pardon, je crois que je vais un peu emboucher la même trompette que le professeur Diallo pour dire effectivement, certains sociologues, par exemple en France, pensent qu'il y a eu des blessures non encore cicatrisées de la période coloniale qui ressurgissent actuellement. Et il y a aussi cette discrimination dont la Commission européenne des droits de l'homme aussi a témoigné par rapport aux musulmans dans certaines sociétés, notamment même en France. Et il y a un livre plutôt assez récent sur Fatima n'est pas notée de la même manière que Marianne à l'école française. Ça, c'est le titre d'un livre pour dire qu'en fonction de l'appartenance supposée religieuse d'une personne donnée, il y a des obstacles qui sont dressés. Et tout ça, effectivement, ça peut conduire à des frustrations qui ne justifient pas, mais permettent de mieux comprendre un peu... Travailler à réduire ou à combattre les inégalités. Ce sentiment d'exclusion, à réduire ce sentiment d'injustice. Quand vous regardez, par exemple, au niveau international, comme on l'a souligné tout à l'heure, vous voyez, en Indonésie, je crois, on parlait de Timor-Leste. On est intervenu pour avoir la scission parce que le Timor-Leste n'était pas musulman. Au Soudan du Sud, on est intervenu pour avoir l'indépendance de cette partie du monde. Mais dans les autres parties du monde, on a parlé de la question palestinienne et ailleurs, il y a vraiment souvent ces éléments-là qui reviennent comme source de frustration et de colère. Donc, mais au-delà de ça, ce que je voudrais dire également, c'est peut-être de demander aussi aux responsables musulmans d'avoir plus de présence. Au niveau social, de prendre en charge les aspirations, d'avoir de l'ambition pour leur communauté et de marquer davantage leur légitimité en tant que responsables musulmans par des actions fortes. Ce ne sont pas des actions ponctuelles, mais des politiques vis-à-vis des populations musulmanes, vis-à-vis de ceux dont ils sont censés être les représentants, pour qu'il y ait ce lien fort-là entre les musulmans et leurs autorités. Et si ce lien est fort, je pense qu'on va moins écouter quelqu'un qui vient de l'extérieur. Mais si on a l'impression d'une présence sociale moins marquée, ça peut peut-être tenter les uns et les autres. Augmenter le clientélisme vers ces réseaux. Oui, Jacob Yarabatula, juste pour terminer, on l'a vu dans cette question de mutualisation, on a eu aussi besoin des moyens des autres pour venir à bout de 3 personnes hier à l'hôtel Splendide, les renseignements américains, les forces spéciales françaises. Est-ce que le Burkina ou les pays africains en général ont les moyens de leur politique? Les moyens sont très modestes. Et par rapport donc à l'ampleur du phénomène. Et nous avons eu l'occasion de comprendre que les populations sont favorables à des interventions étrangères sur ces questions-là. Nous avons pu recueillir 87% des populations qui pensent que la présence africaine pour les aider à combattre ce phénomène, ce n'est pas grave. Et 77% pour la présence donc des autres nations. Donc ça veut dire qu'il y a toujours, par rapport au phénomène, les gens sont ouverts par rapport aux solutions. Maintenant, ça prouve aux yeux donc du monde que le Burkina est face à un problème, mais n'a pas tous les moyens. Mais ce que nous pouvons commencer à faire, c'est de régler les questions de gouvernance, de réduire les injustices, c'est donc de travailler pour créer des emplois pour les jeunes, pour leur donner de sortir de l'oisiveté, c'est de donner aussi aux femmes les moyens pour travailler et de faire quelque chose pour leurs enfants. C'est enfin d'insister sur la couverture médiatique de notre territoire et la sécurisation donc de nos territoires et de nos frontières. Que le service public soit présent partout sur le territoire burkinabé en matière d'information. Exactement. Surtout que l'information, c'est un droit. Exactement. Un des droits fondamentaux de l'être humain. Je le dis parce que beaucoup écoutent des messages, des prêches avec les cartes SD, les clés USB, et je pense qu'il faut un autre message. Il faut enfin aussi... Il faut un redéploiement de l'État sur le territoire, à travers les ondes, à travers les médias, à travers les réalisations. Et faire respecter cette autorité, parce que les gens ont envie donc de régler ce problème, et finalement, les cadres de concertation. Par exemple, l'Union fraternelle des croyants, c'était... Et le rôle des OSC, nous avons vu qu'ils ont bien bossé
Voilà, ça crée donc multiplier ces cadres. Multiplier ces cadres de concertation, d'échange entre donc les... Et si vous me permettez, c'est le rôle du politique. Parce que vous pouvez arriver dans une localité et voir que la localité est symboliquement divisée en deux pour des raisons politiques. Si nous continuons donc dans cette lancée, nous allons donner beaucoup d'éléments à ceux qui viennent recruter les jeunes. Voilà. Donc il faut vraiment une entente en cette période, faire en sorte que on ne puisse pas recruter un seul Burkinabé dans n'importe quel mouvement djihadiste ou de terrorisme, faire en sorte que même s'ils viennent frapper, que ce soit des gens réceptifs à ce message. Exactement. Merci à vous, Jacob Yarabatula. Je rappelle que vous êtes sociologue, expert des questions d'extrémisme violent. Vous êtes venu répondre à nos questions. Nous étions également avec le professeur Amidou Diallo, maître de conférence d'histoire des sociétés musulmanes à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Et également, nous étions avec Ismaël Tiendrebego, juriste diplômé en management international, affaires internationales et imam du CERFI. On l'avait dit, une précision avant certainement de boucler avec cette émission. Le ministre de l'Action sociale n'est pas porte-parole du gouvernement. Le portefeuille sera attribué ultérieurement. Elle était plutôt la porte-parole de l'équipe gouvernementale qui avait rendu visite aux blessés de l'hôpital de Tengandougou. Voilà, c'est tout pour cette émission. Merci de votre attention. On espère qu'on vous a donné quelques clés de compréhension et de décryptage de l'actualité. Merci. L'actualité et l'information se poursuivent sur la RTB, mais aussi sur notre site internet www.rtb.bf. Au revoir et à